24 avril 2025, bonjour et bienvenue sur votre programme matinal d'actualité et d'information. Bonjour le Bénin, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bonjour le Bénin vous ouvre ses portes et vous convie à une matinée des plus resplendissantes. Bravo donc à vous, inlassables artisans de ce Bénin qui bouge et qui avance, vaille que vaille, et dont nous relayons les activités par ici. Et vous le savez, tous les matins ici on informe, on éduque, on sensibilise, on divertit et on dénonce aussi l'état de notre société aux côtés de la sublime Edia Acho. Vous aimez tellement Edia Acho. Bah oui, j'aime bien Edia Acho, c'est de chez nous. Hein. Allez, j'ai bien le droit de faire le choix, n'est-ce pas, Christelle? Vous avez le choix. Allez, Edia Acho, de quoi allons-nous parler donc ce matin? On s'intéresse à la santé animale. Samedi prochain, c'est la journée mondiale vétérinaire. Elle est célébrée le dernier samedi d'avril et souligne le rôle de la profession dans la santé et le bien-être des animaux, des humains et des communautés du monde entier. Un thème différent, il faut le dire, est choisi chaque année pour mettre en évidence une cause ou un problème en particulier. Et cette année, le thème, c'est la santé animale nécessite une équipe. De quoi s'agit-il? On en débat dans un moment avec mes différents invités. Au menu également, la radiation du président Thiam de la liste électorale. Cette décision de justice qui n'est pas susceptible de recours remet en question sa participation à l'élection présidentielle d'octobre. Tidjane Thiam, l'ancien patron du Crédit Suisse, désigné comme candidat unique du PDCI à l'élection présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire, n'y participera pas. Quelles sont les implications d'une telle décision? Notre spécialiste des questions internationales nous répondra dans un moment. Et avec lui, on va aussi s'intéresser à l'avenir de la CEDEAO. 50 ans après sa création, a-t-elle tenu toutes ses promesses? Depuis sa création, le 28 mai 1975, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. On en débat également avec mon spécialiste des questions internationales. Mais avant tout cela, place au bulletin d'information. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au bulletin d'information. Et on démarre par cette célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme. Les militantes du parti Bloc républicain du littoral étaient en fait aux côtés des républicaines ayant répondu présentes de façon massive. Adijatou Matisse, représentant le président du parti, Abdoulaye Biotchane, heureuse d'annoncer Edmond Humbo. Il s'agit d'une remobilisation des femmes républicaines du littoral, sous le couvert de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le thème de la journée retenue dans la 15e et la 16e séquence électorale cette année est « Droits et égalité pour un développement durable, autonomisant les femmes et les filles ». Nous exhorte à complètement briser les barrières d'inégalité et à offrir la même chance de réussir à toutes les filles et femmes du monde entier en général et celles du Bénin en particulier. Il est important que nous donnions un cachet spécial à cette célébration en rendant l'hommage dû aux femmes, en particulier à celles qui, chaque jour, exercent un leadership discret mais déterminant entre les exigences de la vie familiale, les défis du monde professionnel et parfois l'engagement politique. Il est de notre devoir d'accompagner ces femmes qui œuvrent chaque jour avec ardeur et détermination, de protéger celles qui sont en voie de le devenir et de prémunir notre société contre toute forme d'injustice à leur égard. Cette vision d'une lucide clairvoyance est celle d'un homme à qui nous adressons ici notre infinie gratitude. Cet homme, le président Patrice Talon. Les femmes républicaines du littoral sont reconnaissantes des actions du pouvoir en place à l'égard de la femme béninoise. Le chef de l'État mérite cette rencontre avec les femmes. Il ne parle pas, mais il agit. Surtout pour nous, les femmes, il a trop fait. Chères Amazones républicaines, nous devons nous battre pour la consolidation des acquis en notre faveur. C'est pour cela
que la réforme du système partisan vient à point nommé pour nous permettre de travailler main dans la main pour élargir les bases de notre parti sur toute l'étendue du territoire national. Notre slogan est clair et le dit à suffisance, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Célébrer maintenant la Journée internationale des droits de la femme a permis de rassembler les militantes du parti Bloc républicain du littoral autour de leur leader, soutenu par les militants et sympathisants du parti. Un sondage de sortie pour prendre le pouls de la base qui confirme son soutien au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Et à Séméret, un arrondissement de la commune de Waké, un congrès se tient. C'est une initiative de l'association de développement qui mobilise aussi la diaspora. Après une édition 2024 perturbée, le rendez-vous de 2025 se déroule dans un climat de paix en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Le reportage. La fête s'annonce belle cette année pour les filles et fils de Séméret. Ils se retrouvent une fois encore pour réfléchir aux actions de développement de leur localité, principal enjeu de ce congrès. Ce moment que nous partageons aujourd'hui témoigne de notre attachement indéfectible à Séméret, à ses valeurs de solidarité, de dialogue et de progrès. Dépassons nos rancunes, car unis, nous sommes invincibles. Nous sollicitons du chef de l'État le bâtiment de l'axe Carrefour-Zongo, frontière Togo, la construction d'un deuxième château d'eau aux propriétaires terriens et aux autorités foncières. Nous demandons une implication plus active pour permettre le lotissement de Séméret. Des doléances des Sémérois dévoilées en présence de la forte délégation de personnalités, ministres, députés, préfets, maires et têtes couronnées. Mais la paix reste un élément fondamental pour relever ces défis. Vous avez vu avec la paix qui est revenue à Séméret, le président de la République s'est engagé sur la route de la paix et elle est aujourd'hui en cours de réalisation. C'est pour ça que j'ai deux recommandations à faire. Premièrement, il nous faut établir par écrit les règles de succession dans nos institutions. Je parle de l'imama, je parle de la chefferie traditionnelle, comme je parle de l'association de développement. Et deuxièmement, je veux encourager tous à respecter ces règles une fois fixées. Les travaux de ce congrès prennent fin samedi prochain. Un nouveau bureau pourrait voir le jour pour remplacer l'équipe d'Abdourahmane Tangaou, élu en 2019 à la tête de l'association. 24 ans déjà que les ressortissants des 5 arrondissements de la commune de Lokossa se réunissent pour le fête identitaire. Des moments de retrouvailles entre communautés unies pour le développement. On retrouve Évariste Zomarou et Samirat Tchavimadi. Depuis 24 ans, les filles et fils de Lokossa, Agame, Kudo, Wadame et Ouin ont décidé de taire les divergences et de regarder ensemble dans la même direction. Ainsi naquit l'association Bédopop. Bédopop pour nous, c'est une fête de retrouvailles que nous manifestons, n'est-ce pas, le jour de la Pâque. Nous sommes en joie. Nous qui sommes restés au début de la chose, quand on voit, on est content d'avoir été quand même un acteur de ça. Les manifestations qui ont débuté quelques jours plus tôt sont meublées d'activités diverses, des instants de brassage empreints d'amour et de partage. Je pense que ces moments nous permettent de faire un break, un arrêt pour repenser qu'au-delà des clivages, au-delà des divergences d'autres politiques, religieuses, ou tout ça, que nous devons à un moment donné nous retrouver pour repenser que nous sommes des humains et que nous avons l'obligation, le devoir fraternel que Christ a voulu, en sacrifiant, en réalité sa personne, de pouvoir parler de même voix et de pouvoir fêter ensemble. Bénopop n'est pas seulement un cri de ralliement des fils et filles d'Agame, de Kudo ou de Lokossa, pour prendre toute la commune,
mais doit demeurer le cri de ralliement de tout Béninois, quelles que soient nos divergences politiques, religieuses et j'en passe. Cette 24e édition est la preuve qu'aucun développement ne peut s'opérer sans union. Les membres de l'association Benopor prennent rendez-vous dans un an pour le quart de siècle de leur creuset. Et on prend tout de suite la direction de Djougou. Nous sommes à plus de 400 km de Cotonou. Les élèves des lycées et collèges démontrent leur talent dans plusieurs domaines. C'est à travers le projet School Revelation, Ask Music, Ask Multiservice et la préfecture de Djougou ont relevé le défi de la première édition. C'est ce que nous dit Jean-Claude James. 5 collèges ont tenu en haleine le public dans 3 catégories. Au terme des différentes prestations, le jury de cette première édition de School Révélation déclare vainqueur le CEG 1 de Djougou dans les catégories génie en herbe et théâtre, suivi du CEG 3 en chorégraphie. Notre objectif est de promouvoir et de détecter les talents en milieu scolaire en offrant aux apprenants un espace leur permettant de s'émerger et de clore leurs talents. En choisissant les thématiques dialogue parents-enfants, santé sexuelle et reproductive, paix et cohésion sociale, nous contribuons ainsi à la sensibilisation des élèves par leurs pairs. Des objectifs nobles, l'autorité préfectorale épouse l'idée de School Révélation. Le comité d'organisation bénéficie de son appui. Cette initiative, à laquelle le préfet du département de la Donga reste solidaire depuis le début en tant que partenaire officiel, offre une occasion de communion, de révélation de talent et de célébration de l'excellence au sein de la jeunesse de notre département en général et de la commune de Djougou en particulier. Pour vous les apprenants qui avez pris part à cette compétition, nous vous encourageons à persévérer dans les différents domaines de la compétition, car cela pourra vous permettre de gagner votre vie professionnelle. Un après-midi de divertissement. Les congés de Pâques démarrent plutôt bien pour ces élèves, surtout les lauréats qui ont reçu divers lots et trophées. Rendez-vous en 2026 pour School Révélation, acte 2. Et on s'intéresse à ce festival, le Festaco, qui met en lumière l'essence même d'un héritage culturel. Ce festival, une vitrine du pain traditionnel taco, réunit chaque année communautés, autorités et artisans autour d'un idéal commun, faire rayonner l'identité des peuples Batonou, Bou et Fulfulde. Alexis Kenom, Enoch Rumpati. Un défilé élégant et soigneusement orchestré ouvre les festivités du Festaco, festival dédié au taco, avec des mannequins sublimant le pain traditionnel tissé sous toutes ses formes. Cette initiative d'organiser chaque année une fête pour la promotion du pain traditionnel tissé et des valeurs traditionnelles, des savoirs et savoir-faire traditionnels en milieu Batonou et Fulfulde. Le financement de notre initiative est totalement à base communautaire. Ce festival, il nous rappelle l'importance de rester connecté à nos racines tout en embrassant le progrès. C'est pourquoi je souhaite insister aujourd'hui sur la nécessité d'œuvrer à pérenniser le Festaco et à le hisser au rang de l'événement international, en faisant rayonner l'artisanat traditionnel à l'échelle mondiale. Surnommée avec affection par les festivaliers, l'ambassadrice du pain tissé, la vice-présidente fidèle au taco qu'elle aborde régulièrement a réaffirmé son engagement pour la préservation et la valorisation de cette identité vestimentaire. En représentant le chef de l'État à diverses rencontres internationales, j'ai constaté combien la culture est ancrée dans les modes de vie, l'art et l'habillement. D'où mes félicitations aux initiateurs du Festaco pour cette brillante initiative.
La visite des stands par la vice-présidente, curieuse de découvrir de plus près le talent des exposants, a ajouté un éclat particulier à l'événement. Le Festaco s'impose donc comme un rempart culturel face à l'oubli. À travers le port et la valorisation du taco, c'est l'âme d'un peuple qui se tisse et se transmet de génération en génération. Allons découvrir à présent ce riche patrimoine culturel du département du Mono. Les gardiens de nuit, communément appelés Zangbeto, se sont donné rendez-vous à Atiémé pour une compétition. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du Atiémézan. Les échos avec Évariste Zomaron et Sabirat Chavimade. La Cité des Bois Blancs abrite cette année encore le festival départemental des Zangbeto du Mono. La compétition regroupe plusieurs groupes de ces divinités qui s'affrontent à travers des démonstrations de force mystique. Le but ici étant la valorisation de notre riche patrimoine culturel et cultuel. La compétition entre dans le cadre des festivités du Atiémézan. On a été surpris, sidérés par les démonstrations de nos parents qui ont prouvé qu'au Bénin, qu'on a quand même beaucoup de potentialité en matière de culture. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, moi je suis très fier en tant qu'un membre du Vaudou. On va remercier le chef d'État parce que c'est lui qui fait tout. Et aujourd'hui, nous les dignitaires, les Hounons, les majestés, nous sommes fiers et on ne peut pas abandonner notre culture. L'initiative, qui est à sa 3e édition, est soutenue par la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Mono et du Koufou. Et chaque nouvelle démonstration rend euphorique la foule. Vous avez vu l'effervescence, vous avez vu également les démonstrations artistiques de ces Zangbeto-là. Nous devons être fiers de notre patrimoine culturel et cultuel. Le festival départemental Zangbeto du Mono est une occasion de valorisation de notre tradition, surtout de déconstruction des idées qu'on se fait de ces gardiens de nuit. Et dans le reste de l'actualité, la 14e édition du Festival des Arts et Cultures Idacha qui s'est tenue du 17 au 21 avril sur son site officiel. L'espace est situé entre Dassa et Glazoué. Les arts et la culture, un terrain fertile pour la promotion et la consolidation de la paix. C'est sous ce thème que l'événement a rassemblé les festivaliers cette année. Le point avec Pierrette Adayossi. Des pas de danse esquissés au rythme des tambours de différents groupes folkloriques pour mettre en valeur la diversité culturelle Idacha. À ce rendez-vous des arts et de la culture Fassi Acha Ibilé, le riche patrimoine de l'ère culturelle Idacha est exploré pour célébrer l'unité et la fraternité. La culture, c'est ce qui fait la société. Ce qui nous rassemble le mieux, chaque famille, chaque collectivité ou clan de notre ère culturelle s'y retrouve aisément. Engageons-nous donc pour porter toujours haut le flambeau de Fassi Acha Ibilé. Je voudrais du fond du cœur inviter les filles et fils Idacha à s'unir davantage autour du Fassi, l'unique carte d'identité culturelle et culturelle que nous possédons pour l'heure. C'est à juste titre que je félicite le peuple Idacha pour les inlassables efforts qu'il mène pour se révéler au monde entier à travers Fassi Acha Ibilé, cet outil de protection et de valorisation, puis de sauvegarde interculturelle. Ces moments de convivialité et de partage ont connu la participation de personnalités politiques, acteurs culturels, notables têtes couronnées et la communauté Ishokan au Mont Yoruba. Dans cette diversité, nous sommes un. Nous devrions donc le savoir et le retenir que c'est dans l'unité
que les grandes choses peuvent se réaliser. Lorsque nous voyons les différentes prestations artistiques, lorsque vous voyez la gastronomie du peuple Idacha, surtout à travers Ikarekpa, Ikarewa, Chombo, et surtout la sauce de l'arachide sur l'Iyampilé, vous allez comprendre que ce peuple est tellement riche et que cette diversité mérite d'être connue du grand public. Et en tant que natif Idacha, je me sens fier donc, de participer à cet événement parce que c'est à travers ça que je me sens vraiment chez moi. Mais je me pose la question de savoir si nos enfants qui sont nés à l'extérieur, à Cotonou, connaissent leur origine. Et c'est là les difficultés que les peuples ont très souvent lorsque ces peuples oublient leur origine. Au menu aussi de cette 14e édition du Festival des Arts et Cultures Idacha Fassi à Cha-Ibilé, la visite des stands de la foire dédiée aux produits de la localité. De même, le document technique d'aménagement du site et d'érection des infrastructures stratégiques est remis au ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines pour le transmettre à qui de droit. C'est l'une des destinations les plus pittoresques du sud du Bénin. Poso Tomé, au bord du lac Aimé, a accueilli une randonnée pédestre pas comme les autres. Une randonnée qui offre l'occasion de découvrir la dépression de Poso Tomé. Cette marche de 8 km a rassemblé des participants venus du Bénin, du Togo et du Ghana. Blaise Adampo, reportage. Situé au bord du lac Aimé, Poso Tomé est bien plus qu'un village touristique. Ce week-end, c'est à travers une randonnée de 8 km que sportifs et amoureux de la nature ont redécouvert ce trésor géographique à l'occasion de la randonnée pédestre dénommée à la découverte de la dépression de Poso Tomé. Aujourd'hui, nous sommes à Poso Tomé précisément dans la dépression. Après 4 km de marche soutenue, premier arrêt au carrefour d'arrêt pour souffler et admirer la beauté de la dépression. Un aller-retour simple mais exigeant qui permet à chacun de suer et de brûler quelques calories dans la bonne humeur. La marche, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la santé. Venus du Ghana, du Togo ou des différentes régions du Bénin, les randonneurs partagent bien plus qu'un effort physique. Cette marche devient un moment de fraternité et de connexion interculturelle. Depuis plus de 25 ans, l'association sportive Le Ténéré promeut la santé et la découverte à travers le sport. L'édition prochaine ne sera que toujours la marche et inviter la population de Poso Tomé et de Bopa à sortir massivement pour nous accompagner. Entre efforts physiques, rencontrer, communier avec la nature, la randonnée à la découverte de la dépression de Poso Tomé a tenu toutes ses promesses. Une marche qui donne envie de revenir encore plus nombreux. Et c'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Torodo, on se retrouve demain, toujours pour découvrir l'actualité nationale. Merci, à demain donc. Et l'émission se poursuit, place maintenant à la revue des titres avec William Bienvenu à Gare. Bonjour William. Bonjour Rachidat, bonjour amis téléspectateurs. Alors j'espère que tu vas bien ce matin. Super bien. Super bien. Allez, les journaux, nous en avons quelques-uns. Oui, nous en avons vu quelques-uns. On va démarrer par le quotidien de Ménotin Fraternité qui parle de l'attaque ou des attaques terroristes du 17 avril dernier au nord du Bénin. Le gouvernement se prononce enfin, titre le journal Le Bilan révélé. Il faut éviter à l'avenir de laisser l'espace communicationnel donc à la rumeur, souligne le journal 4 Vérité, dit toute la vérité sur le bilan. C'est qu'en 4
militaires tombés au front, selon le gouvernement. Titre donc ce journal. On continue avec le quotidien Le Paraquois. Le Paraquois qui parle de cette attaque ou de ces attaques au nord du Bénin. Parc W sous feu, une attaque terroriste sans précédent, écrit donc ce journal. On poursuit la revue des titres avec le quotidien La Nation sur cette même actualité. Acte terroriste dans la Liborie, condoléances et précisions du gouvernement. On va poursuivre avec le quotidien L'autre quotidien à présent qui parle de cette attaque et dit que Nicéphore Soglo appelle à l'unité face à la menace terroriste. Le Télégramme à présent, pendant qu'on parle des attaques terroristes dans le nord du Bénin, au Ghana, 33 000 munitions à destination du Bénin saisies par la police ghanéenne. On parle de la zone ou de la création de la deuxième zone économique spéciale au Bénin avec le quotidien Diakpata qui nous informe de cette actualité. Dabarou, pour finir, Bordeaux et Parakou s'unissent dans la diversité pour la 5e édition. Et puis cette bonne nouvelle, Parakou donnant naissance à des quadruplés, une mère essoufflée par les dépenses lance un SOS. Donnant naissance à des quadruplés, une mère essoufflée par les dépenses lance donc un appel. Merci William. Bienvenue à Gare. On va vous retrouver autour de 8h30, 8h45. 8h45, d'accord. Pour la revue de presse, pour l'heure, on poursuit par ici et je vais retrouver le duo Jean Fondé et Patrick Diosso. C'est la rubrique L'heure du français. Bonjour Patrick Diosso, bonjour. Oui, bonjour Rachid Albiaf, maman. Jean Fondé. Je vous souhaite le bonjour. Bonjour à vous aussi. Hein. Ça fait plaisir de vous retrouver sur la chronique L'heure du français. Et donc, comme tous les jeudis, des mots à découvrir, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Trois termes et expressions, des termes qui parlent de thèmes. Il y a autrefois, jadis et naguère. Autrefois, nous étions, jadis, nous étions, naguère, nous étions. Mais quelle est la différence, M. Fondé? Un enfant du couple primaire qui prend ces termes comme des synonymes n'est pas condamné. Un adulte qui veut rester dans le registre familier ou courant n'est pas à plaindre. Mais lorsqu'on veut être pointillé sur le sens des mots, il faut prendre un peu de recul et s'interroger sur la valeur réelle de chaque mot, parce que, comme on le dit souvent, aucun mot n'est jamais exactement le synonyme d'un autre. Alors, par rapport à ça, lorsqu'on dit autrefois en un seul mot, c'est ça. Hein? Et donc, autrefois, comme si on dit autrefois, une autre fois, c'est différent de autrefois. Donc, autrefois, c'est pour évoquer un temps reculé par rapport au temps où on est en train de communiquer, de parler. Et c'est un terme qui se retrouve souvent dans les situations où on doit rapporter un fait qui se situe dans un passé reculé. Et on rencontre ce terme dans les contes. Et ça remplace « il était une fois ». Pour dire que ce n'est pas dans l'espace et dans le temps, ce n'est pas situé, mais une chose est sûre, c'est reculé. D'accord. Oui. Et lorsque on observe encore de plus près, on finit par se rendre compte que jadis, il faut prononcer le S. Le S, oui. On ne dit pas jadis, on dit jadis. Oui, même si au départ, en ancien français, c'est jadis. Donc, d'accord. Oui. Ça a évolué donc. Oui, jadis. Et donc, pour dire que c'est quasiment synonyme de autrefois. Pour dire qu'il y a très longtemps, à un temps reculé, donc on peut dire que jadis, pour le mariage, c'est deux familles qui négociaient d'abord avant même que les concernés même ne se rencontrent.
Et donc, jadis, c'était ça, il faut impliquer des parents qui interviennent d'abord, un peu comme l'a rapporté Célou Badian dans Sous l'orage, donc sur le dos des deux, surtout sur le dos de Kani, les parents se sont rencontrés d'abord pour décider de son sort. Alors, donc, jadis, c'était ça, ça veut dire autrefois, autrefois. Mais lorsqu'on dit naguère, naguère renvoie à un passé plus récent. On peut dire naguère, la royauté n'était pas encore stratifiée, n'était pas encore vraiment canalisée. Et aujourd'hui, c'est fait. Ça veut dire qu'il y a peu de temps encore, puisque la loi a été votée il n'y a pas très longtemps. Donc, naguère, naguère, ça veut dire il y a peu de temps. Donc, naguère, les journalistes voulaient sérieusement informer, mais aujourd'hui, ils veulent faire du sensationnel. C'est juste un exemple. Hein? D'accord. Oui, c'est juste un exemple. Et donc, voilà la différence qu'il faut faire entre les trois. Donc, pour récapituler, autrefois est synonyme de jadis. Et jadis et autrefois renvoie à un passé, à un temps plus reculé. Et parfois, l'espace et le temps ne sont pas correctement définis. Et naguère, ça veut dire il y a peu de temps. Il y a peu de temps. Il y a guerre de temps. Il y a guerre de temps, oui. Donc, il y a peu de temps. Récemment, c'est une façon de parler comme ça. Et donc, voilà, Patrick, voilà, Rachidat, la différence qu'il faut essayer d'opérer entre ces trois termes. D'accord. J'ai dit les papes régnaient à Avignon. Oui. Et non à Rome. À Rome, voilà. Pas au Vatican. Parce que jadis, ça veut dire il y a très longtemps. Jadis. Oui, oui, il y a très longtemps. Oui. Ok, jadis. Merci, M. Fandé. Alors, en mécanique du langage, aujourd'hui, la prise de parole en public, nous allons parler d'une autre règle. Je crois que ça doit être la 12e règle. Faire une bonne première impression et regarder le public dans les yeux. Regarder le public directement dans les yeux. Oui. En communication, c'est fondamental parce que à travers toutes les civilisations, à travers tous les cieux, sous tous les cieux, on a tendance à voir, à regarder la personne d'abord, avant de s'interroger sur ce que la personne est en train de dire. Donc, on vous voit avant de vous interroger, avant de s'interroger sur ce que vous voulez dire. Et aujourd'hui, surtout avec l'évolution, les télécommandes, où on n'est plus obligé de se lever pour aller toucher la machine. Et donc, chaque téléspectateur a sa commande en main. Oui. Dès qu'on voit que bon, ça n'a pas l'air de quelque chose de sérieux, on zappe et on continue. Alors, ça veut dire quoi? La tenue vestimentaire, la tenue comportementale, votre statut, est-ce qu'il veut dire non, votre posture, je voulais dire, votre posture parle avant que vous-même, vous ne vous mettiez à parler. C'est vrai qu'il y a il faut se faire entendre avant de se faire comprendre. Mais avant de se faire entendre, avant de se faire écouter, il faut d'abord être vraiment agréable à regarder. Ce qui signifie qu'il faut tenir compte du contexte sociologique dans lequel on se trouve. Vous avez vu tout à l'heure, quand la vice-présidente est allée pour le festival de taco, vous avez vu comment elle s'est habillée. Oui. Alors, elle était en taco. Elle était en taco. Alors, une autre personne qui se serait présentée à cette manifestation et qui se serait habillée autrement, comme Patrick et moi, bon, je ne vais pas ajouter Rachid, hein, parce qu'il suffit qu'elle trouve une bande de tissu, mettre ça au cou et puis ça y est, c'est parti. Bon. Mais mettre ça sur veste, comme ça va donner une autre impression. Alors, ça veut dire qu'on vous regarde d'abord, on vous voit d'abord avant de vous intéresser c'est qui celui-là. C'est pourquoi on dit que même si l'habit ne fait pas le moine, l'habit permet quand même de distinguer le moine de l'homme ordinaire. Oui, tout à fait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire première bonne impression, il faut tenir compte du contexte et s'habiller par rapport au contexte. C'est pas pour rien qu'il y a un proverbe arabe qui dit, et je cite, mangez ce qui vous plaît et habillez-vous comme il plaît aux autres. Donc, il faut s'habiller en fonction de la circonstance. Et quand on dit faire une bonne première impression, c'est donc cela. Et lorsqu'on dit regardez le public dans les yeux, eh bien, vous êtes en interaction avec le public, vous êtes en communion avec le public, vous êtes en relation intime avec le public et vous regardez ailleurs.
Ou bien vous baissez la tête. Oui. Ou bien vous regardez en haut comme Thalès cherchant à compter les étoiles. Vous n'êtes pas en communion. Vous n'êtes pas en communion. Il faut donner la vraie fausse impression que vous regardez le public dans les yeux. Même si vous êtes timide, quand il s'agit de peu de personnes, regardez-les au niveau du front ou bien au-dessus des têtes. Quand c'est un grand public, une grande foule, eh bien, cherchez à regarder même surtout ceux qui sont au fond là-bas. Là, tout le monde a l'impression que vous regardez. Vous voyez quand les artistes sont en train de circuler à gauche et à droite du podium et parfois ils donnent l'impression d'envoyer le micro. Chacun se dit, le micro m'est envoyé, donc je peux crier à gauche et déployer dans ce micro-là. Donc, il faut regarder les gens et chez vous, les journalistes, quand on est sur le plateau de la télévision, c'est pour nous autres qui n'avons pas suivi ces formations, de regarder tout le temps dans la caméra qui est inerte. Donc, ce n'est pas facile de regarder dans la caméra. Vous allez voir que c'est très difficile avec ceux qui n'ont pas fait la formation. Donc, il faut regarder, il faut que le public ait l'impression que vous êtes en train... C'est un aspect fatigue de la communication, c'est-à-dire le maintien du contact. Vous créez le contact, vous maintenez le contact et au moment de rompre le contact, il faut que le public sente qu'il y a eu une relation sympathique qui a été établie entre lui et vous. Donc, regardez le public, on ne parle pas en regardant ailleurs, on ne présente pas non plus trop longtemps le profil au public. Il faut donner l'impression que vous changez de posture, mais le public reste votre préoccupation fondamentale. Voilà ce qu'il convient de retenir par rapport à ces points-là. Donc, la fonction fatigue, la fonction de créer le contact et maintenir le contact. Et rompre le contact. Oui, fonction fatigue. On évolue. Alors après, la mécanique du langage va à l'expression du jour. L'expression du jour, c'est une expression qui est un peu connue. Ça s'est fini ou ça s'est terminé en queue de poisson. Pourquoi en queue de poisson? Finir en queue de poisson. Finir en queue de poisson. Oui, d'abord, pour dire, lorsque on dit que c'est une situation, un événement, une communication ou bien une entreprise qui finit en queue de poisson, ça veut dire qu'elle a pris fin de façon inattendue, de façon brutale, de façon inespérée. Ça veut dire que ce n'est pas allé à terme. Donc, ce n'est pas allé à terme. Mais d'où vient l'expression? L'une des origines, c'est qu'il y a un monsieur, un aventurier, qui s'est retrouvé seul sur une île. Et il se demandait à quel saint se vouer quand il aperçoit de loin une ravissante, envoûtante, ensorcelante créature, une fille aux longs cheveux avec une posture de déesse. C'est ce que tu es avec nous, là. En tout cas, Ishbinda, je suis là. Une posture féerique. Oui, féerique, onirique. Et puis, comme moi, il s'est extasié. Mais qu'est-ce que c'est? D'abord, la solitude qui commence par se récompenser et la créature était penchée contre un rocher comme ça. Lui se met du côté opposé, commence par l'admirer, des cheveux, des yeux, la bouche, le corps. Et puis, quand il descend, il se rend compte brutalement que le reste du corps était en queue de poisson. Oui. Donc, c'était une sirène. Ça finit en queue de poisson. Alors, il ne peut plus continuer d'admirer parce qu'il y a un choc, ensuite la surprise, et mêlé à un peu de peur. Et donc, ça veut dire que sa vision, son admiration finit en queue de poisson. Et donc, ça finit brusquement. Sinon, il aurait bien voulu aussi aller regarder les orteils pour pouvoir... leur texture, les contextures, leur posture. Voilà. Et donc, mais il n'a pas pu. Donc voilà ce que ça signifie l'expression finir en queue de poisson, c'est terminer en queue de poisson. Ça veut dire que les fruits n'ont pas tenu la promesse de fleurs entièrement. On n'est pas allé au bout, on n'est pas allé au terme. Parfois, on engage une discussion avec quelqu'un pour négocier quelque chose ou bien pour se réconcilier. Et parce que l'autre a commencé par... élever la voix, commencer par vous rappeler les aspects désagréables de la situation et puis on a étouffé et puis on dit bon on arrête, ça veut dire ça finit en queue de poisson. Ça veut dire que ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant. On n'est pas parvenu à un accord. On n'est pas parvenu à un accord, on n'est pas parvenu à un consensus. Donc voilà ce que ça signifie, Rachida. D'accord. Oui. Mais l'expression, c'est une expression qui est utilisée aussi en matière de conduite. Tout à fait, oui. Se rabattre en queue de poisson, c'est se rabattre brusquement devant celui qu'on a dépassé. On dépasse la lors personne. des dépassements. Oui, on se rabat immédiatement, rapidement. Et on se rabat en queue de poisson. Oui. Et c'est puni
Et ce n'est pas une expression qui est dans le code de la route, mais c'est puni, c'est puni avec une virulence terrible, surtout en France. Et lorsque c'est remarqué, il y a des caméras, quand on remarque que vous avez rabattu en queue de poisson, vous êtes passible d'amende, on peut même jusqu'à retirer votre permis, ou vous perdez des points sur votre permis à points. Et on vous retire votre permis quand on constate que ce rabattement a causé des accidents. Parce que quand c'est sur une autoroute, vous rabattez comme ça, l'autre freine, celui qui est derrière freine, et puis le troisième passe par-dessus le deuxième, parce que la vitesse étant extrême. C'est très dangereux sur les autoroutes en Europe. D'accord. Mais ce n'est pas qu'en Europe, hein, ici aussi. Quand vous rabattez en queue de poisson, vous créez des dégâts. Voilà, on l'apprend en tout cas. Merci Jean Fondé, Patrick Yossou. On va y aller maintenant avec la pensée du jour qui dit ceci: un bon voisin est préférable à un mauvais parent. C'est la pensée du jour et elle nous vient de Sea Ndao. Oui. Sea Ndao, c'est Cheikh Aliou Ndao, il est sénégalais. Son nom de naissance c'est Sidi Ahmed Alioune Cheikh Ndao. Merci pour les compléments d'information, Patrick. Alors, lorsqu'on dit, je cite, un bon voisin est préférable à un mauvais parent, fin de citation, c'est pour dire, normalement, un voisin, ça peut être n'importe qui, de n'importe quelle race, de n'importe quelle origine, qui n'est pas de votre sang. Mais un parent qui a le même sang dans ses veines que le vôtre devrait être quelqu'un de fiable, quelqu'un qui puisse être un adjuvant au règlement de toutes les difficultés, de tous les problèmes auxquels vous pouvez vous sentir touché ou concerné. Mais lorsque le parent devient mauvais, il devient nocif, alors que vous avez un voisin qui se comporte en frère, qu'est-ce qu'on va préférer? Et même, surtout que vous n'avez pas de situation d'héritage, de conflits familiaux qui vous opposent, eh bien, le voisin est préférable à un mauvais frère. On a même l'habitude de dire qu'un voisin, de maison ou un voisin de bus, d'avion, c'est un autre frère que la nature vous donne et il faut en profiter. Il faut faire connaissance et beaucoup de relations fructueuses durables partent souvent de ces contextes-là. Vous vous retrouvez côte à côte dans un bus, même si c'est Cotonou-Porto Novo, même si c'est Cotonou-Parakou, pour aller chez Rachidat, vous vous retrouvez sans vous y attendre à côté de quelqu'un où cette personne peut être vieille, n'importe quelle, et vous familiariser, eh bien, cette relation peut aller très loin. Il y a même des choses que vous pouvez partager avec un bon voisin et que vous n'aurez pas l'audace, la maladresse de partager avec quelqu'un qui est en fait un parent. Donc, c'est pourquoi Ndao dit un bon voisin est préférable à un mauvais parent. Ça veut dire que c'est pour dire que la bonne amitié est préférable à la question de sang, à la notion de sang. Il y a des choses que je peux partager avec Patrick, mais que je ne peux pas partager avec les miens, et vice-versa. Oui. C'est discutable, non? Oui, tout est discutable. De toute façon, tout est discutable dans la mesure où le voisin qui sait, le bon voisin peut devenir mauvais. Il sait qu'il n'y a pas une famille où on va convoquer une réunion pour lui faire régler ses comptes. Donc, lui, il peut faire n'importe quoi et continuer. Donc là, c'est discutable. Mais c'est une question de chance et aussi c'est une question de mental parce que ce que vous donnez, si vous donnez l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Vous donnez la haine, vous allez recevoir de la haine. Vous êtes négatif, vous allez rencontrer des gens négatifs sur votre chemin. J'y crois fermement. Il y a des couples qui se sont même formés dans des avions parce qu'ils se sont retrouvés côte à côte. Et puis le bon voisinage a créé des relations qui ont duré. Ne me rappelle pas des choses. Bah dis-nous. Non, bon, des choses que les gens m'ont racontées, des choses que j'ai regardées dans les films. Raconte, tu sais que j'aime bien ces petites histoires qui... Non, mais ce n'est pas dans le sens que tu peux croire. Un homme politique de ce pays, j'ai eu l'opportunité de partager le même avion avec lui. Il y a un couloir qui nous séparait, mais on a tellement discuté que je me suis dit, si on était
à Cotonou pour aller le voir. J'allais écrire pendant longtemps, aller poireauter pendant longtemps, mais le fait de se retrouver dans un lieu clos, dans le même destin, porté par le même destin, porté par le même hasard, le même plaisir, eh bien, ça porte à échanger avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'intimité. Et ça s'est passé plusieurs fois. Une autre fois, c'est avec une vedette de la chanson internationale, mais ça s'est très bien passé. Et comme on le dit souvent, celui qui sait parler n'est jamais pauvre. Quand vous savez comment aborder certaines personnes, eh bien, systématiquement, automatiquement, on s'ouvre à vous. Et ça, vous savez le faire, hein? C'est vous qui le dites. Sinon, je suis innocent. Hein. Un bon voisin est préférable à un mauvais parent. Oui. On ne vous dit pas tout de suite de rejeter votre famille. Hein. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est vrai qu'il y en a qui ont la chance d'avoir des familles formidables. Oui. Voilà, des frères et sœurs sur lesquels ils peuvent compter, des parents sur lesquels ils peuvent compter, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a ceux qui ont des familles formidables. Il y a des gens qui ont des familles formidables et d'autres ont des familles formidables. Exactement. Dans bien de cas, ce sont les amis, ce sont les voisins qui deviennent votre, on va dire quoi, votre seconde famille. Oui, plus que même seconde famille, mieux que seconde famille. Parfois, les liens du sang même étouffent, étranglent, deviennent pour vous un tel fardeau. Oui. Parfois, c'est nocif dans certaines circonstances, surtout quand certaines personnes ne veulent pas comprendre qu'il faut respecter le sang, qu'il faut respecter la fratrie, la sororie. Oui, bien sûr, qu'il faut respecter... en tout cas, qu'il faut il faut mettre l'accent sur les règles de bienséance, de courtoisie, de respect de l'autre, d'acceptation de l'autre tel qu'il est. On se dit, bon, moi, je suis diplômé, l'autre, il est agoudoui entre griffes, donc je n'ai rien à dire avec lui, je dois m'imposer, alors que ce n'est pas toujours évident. Exactement. Oui. Maintenant, de l'autre côté, il y a Hésiode, c'est un artiste, un écrivain, poète, qui dit « Un mauvais voisin est une calamité, un bon voisin, un vrai trésor. » Donc, lorsque vous tombez sur un mauvais voisin... Ça, je suis d'accord. Il y a des voisins, c'est pas la peine. Hein? Il y a des voisins tellement... je ne trouve même pas le mot. Des voisins qui vous épient, qui veulent savoir ce qui se passe chez vous forcément. Tout à fait. Des voisins papato, des voisins... Ou alors des voisins oui, parfois il y a des voisins, très bruyants, bon... Ils écoutent la musique pour la communauté. Exactement. Oui. Et il y a parfois ce voisinage tellement sympathique, tellement agréable à vivre, qu'on se croirait presque en famille. Hein. Franchement, il faut louer ces voisins-là. Que Dieu les garde, qu'ils soient bénis. Parce que, même quand un problème va se passer dans votre ménage ou bien dans votre appartement, ils sont prêts à prendre les devants pour vous régler ça et vous rendre compte au retour. Alors, le proverbe français originel, dont s'est inspiré Ndao, dit, c'est un proverbe rimé qui dit « Mieux vaut un bon porcher voisin que... » Enfin, ce que je lis, que parents lointains ni cousins. Que parents lointains ni cousins. Donc, voisins et cousins ont rimé. Il dit, mieux vaut un très bon proche voisin que parents lointains ni cousins. C'est le proverbe originel français. Merci. Merci. Merci Jean Fondé, merci Patrick Diossou. Ce sera tout pour l'heure du français de ce jour. On va se retrouver jeudi prochain pour d'autres mots à découvrir, de nouvelles expressions, de nouvelles pensées. Et voilà, merci. Peut-être parler de papa mobile, pour parler du pape. Il y a des mots qui tournent autour de la papauté. On pourrait en discuter jeudi prochain. Le pape qui nous a quittés lundi dernier, je pense. Un lundi de Pâques, plongeant la communauté chrétienne dans l'émoi, dans le désarroi aussi, pourquoi pas. Peut-être un mot là-dessus, Jean Fondé? Oui, au fait, quand on parlait de bénédiction Urbit et Orbi, c'est-à-dire la bénédiction annuelle du pape en période de Pâques,
on a montré la fenêtre qui était désespérément vide pendant longtemps. Je ne sais pas s'il a pu honorer ce devoir avant de partir. Une chose est sûre, même si ça n'a pas été fait. Le dimanche, il y a eu une apparition. Oui, il a eu une apparition. Donc, et le lendemain. Non, c'est pour dire que c'est l'occasion de se comporter comme le bon brigand à côté de Jésus qui disait, là-bas, il faut se souvenir de nous. Donc, c'est le message que nous allons lui porter pour lui dire, je sais qu'il nous écoute, en Afrique, les morts ne sont pas morts, et bien que la bénédiction du pape réjaillisse principalement sur le Bénin, et jusqu'à l'année prochaine, nous avons beaucoup d'échéances électorales à assumer. Et que cette bénédiction réjaillisse également sur tous les candidats aux divers examens de notre pays cette année, à tout le monde, dans toutes les familles, pour qu'il y ait effectivement la paix, la concorde, et que nous rencontrions aussi beaucoup d'amis qui soient comme des frères, sinon mieux que des frères. Merci, c'est un bon message en tout cas. Voilà, merci Jean Fandé, oui. Le pape Jean qui a parlé. ne me fais pas mourir tout tôt. Hein. Non, tu auras de longs et beaux jours. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Big voilà. amen, big amen, oui, voilà. Merci à vous et à jeudi prochain, toujours sur l'heure du français. À présent, la santé animale, ça vous dit? La santé animale, la santé animale, bien sûr, parce que si l'animal n'est pas en bonne santé, l'environnement est menacé et nos ventres aussi sont menacés. D'accord, exactement. On va donc parler avec mes prochains invités de la santé animale. Merci à vous. On les installe. Que nomme Carlos Sylvestre Fayomi sont mes prochains invités. Et oui, samedi prochain, c'est la journée mondiale vétérinaire. Et on n'attend pas, nous sur ce plateau, on n'attend pas samedi. En prélude donc à cette célébration, on parle ce matin de la santé animale qui nécessite une équipe avec deux invités que nomme Carlos. Bonjour. Bonjour, Mme Rachida. Vous êtes médecin vétérinaire. Je suis médecin vétérinaire. Merci d'être avec depuis nous. 1996. Depuis 1996, ça ne me rajeunit pas. Hein? Absolument. Allez, juste en face de vous, Sylvestre Fayomi, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes aussi médecin vétérinaire. En plus, vous êtes vice-président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. Merci d'être sur ce plateau et de nous éclairer sur cette thématique qui met en évidence la nature, on va dire, collaborative de la pratique vétérinaire et qui souligne aussi le rôle essentiel que jouent de nombreux professionnels dans la fourniture de services vétérinaires de haute qualité. Alors, de façon plus explicite, que peut-on retenir de cette thématique, Monsieur Kenom? Voilà, la thématique, comme le disent les Anglais, c'est Animal Health Take a Team. C'est-à-dire la santé des animaux nécessite une équipe. Cela veut dire que l'approche de la médecine vétérinaire aujourd'hui, c'est une approche moderne qui nécessite qu'un certain nombre de spécialistes soient impliqués pour que nous puissions sauvegarder et les animaux, et les hommes, et l'environnement. D'accord. Donc c'est une thématique extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, le concept de World Health nous demande que nous puissions tous avoir un objectif, la santé de l'humanité. D'accord, très bien. Et pourquoi une journée mondiale vétérinaire? Pourquoi a-t-elle été instituée, Monsieur le vice-président? Merci, madame. Oui. Bon, en fait, vous savez, c'est une profession libérale. Ouais. Il faut essayer de... On a voulu avoir cette journée pour réfléchir et voir déjà le parcours qui a été fait et ce qui reste à faire. Voyez-vous, quand vous êtes dans une profession et que vous ne vous asseyez pas par moment pour faire le point. D'accord. Ça ne donne pas grand-chose. Donc, c'est une occasion de bilan, d'échange et de bilan. Très bien, d'échange, de bilan, et voir qu'est-ce qui reste à faire au sein de la profession et par rapport aux autres professions qui, comme l'a dit le docteur Carlos, concourent donc au bien-être de l'humanité. Nous travaillons ensemble, en symbiose, en synergie avec les autres professions. D'accord. Voilà. Alors, le vétérinaire, c'est qui déjà?
pour tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que ça paraît peut-être idiot, la question paraît peut-être idiote, mais c'est important de le savoir. Le vétérinaire, c'est qui? Oui, le vétérinaire, c'est d'abord un médecin. D'accord. Quelqu'un qui a suivi un cursus universitaire qui lui permet d'avoir un master, c'est-à-dire savoir soigner les animaux, connaître la santé des animaux et la conception du monde en général par rapport au bien-être animal. D'accord. Donc, c'est le vétérinaire. C'est celui qui soigne les animaux? Oui, pas celui qui soigne les animaux. C'est d'abord quelqu'un qui a suivi une formation universitaire pour savoir, pas seulement soigner les animaux, mais savoir ce qu'on appelle le bien-être des animaux qui est dans un environnement précis. Donc, le vétérinaire ne regarde pas même... La santé animale, ce n'est qu'un petit pan. C'est la santé de l'homme, la santé de l'humanité. D'accord. Donc, c'est des intellectuels aguerris, le vétérinaire. Exactement. Et quelles sont les missions du vétérinaire, M. Fayomi? Le vétérinaire intervient d'abord dans la protection des animaux. Nous avons la protection des animaux de compagnie, les animaux qui sont avec nous à la maison. Les chiens, les chats, tout ça. Également les animaux, les bétails, d'accord, et les animaux sauvages, d'accord. Donc, nous sommes dans l'environnement, tous les animaux qui sont dans l'environnement, n'est-ce pas, nous protégeons. Le vétérinaire intervient également dans comment dit-on, la sécurité alimentaire. Et parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans nos gargoteries, les restaurants et autres, tout ça, ce que nous mangeons, le vétérinaire intervient. D'accord. Le vétérinaire intervient également dans le contrôle des animaux sauvages, le contrôle des maladies. Vous savez aujourd'hui que 60% de nos maladies, des maladies humaines, proviennent des animaux. Donc le vétérinaire intervient également à ce niveau. Vous comprenez que dans ce cadre, il devrait y avoir une synergie entre les médecins humains et les vétérinaires. Exactement. Puisque déjà, il y a des maladies qui sont communes. Et donc, le vétérinaire intervient également là, mais encore sur d'autres plans. Nous intervenons au niveau de la faune, je l'ai dit tout à l'heure. Ces animaux sont dans la brousse. Le vétérinaire est obligé d'aller également dans la brousse, les protéger, les soigner et tout ça là, pour que le monde soit ce qu'il est. D'accord, très bien. Alors, je comprends alors, au regard de vos explications, pourquoi c'est important. Le travail en équipe, n'est-ce pas? Je vois pourquoi c'est important et c'est devenu d'ailleurs aujourd'hui très essentiel pour garantir la santé animale. Quels sont les professionnels qui sont impliqués dans la célébration de cette journée mondiale vétérinaire? Vous savez, aujourd'hui, la science vétérinaire moderne est multidisciplinaire. D'accord. Vous savez, d'abord, le vétérinaire travaille avec des techniciens qu'on appelle communément des paraprofessionnels. D'accord. Mais en dehors de ça, le vétérinaire travaille avec les médecins. Le docteur Fayomi vient de le dire tout à l'heure dans le concept One Handref, le vétérinaire, le médecin vétérinaire et le médecin font un. Mais en dehors de ça, il y a des laboratoires qui travaillent avec les vétérinaires, il y a des nutritionnistes qui travaillent avec les vétérinaires, il y a des environnementalistes aujourd'hui qui travaillent avec les vétérinaires. Donc c'est un métier qui nécessite, disons, un savoir global sur l'humanité pour permettre à ce que chacun de ces acteurs puisse jouer un rôle en synergie pour la protection d'abord des animaux, des hommes, de l'environnement. Et pour, tout à l'heure, on a parlé de la surveillance épidémiologique. Pour prévenir les maladies qui vont arriver, c'est tous ces professionnels qui se mettent ensemble et qui travaillent pour que nous nous portons mieux. D'accord, on voit vraiment que c'est un travail, c'est très participatif en tout cas, n'est-ce pas? Et donc, quels sont les défis majeurs, M. Fayomi, rencontrés sur le terrain lorsqu'il s'agit, par exemple, de coordonner les différents acteurs autour de la santé animale? Il faut dire beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis, mais il faut reconnaître également qu'il y a beaucoup d'efforts. D'accord. Beaucoup d'efforts.
que ce soit du côté des pouvoirs publics, que ce soit du côté des privés que nous sommes. Il y a beaucoup d'efforts qui se déploient. Et il faut dire qu'aujourd'hui, vu l'évolution, n'est-ce pas, les défis deviennent encore beaucoup plus énormes. Et vous savez, lorsque vous prenez aujourd'hui la fonction publique, vous comprenez qu'il y a beaucoup qui sont allés à la retraite. Oui. Il faut remplacer ce personnel qui est aussi remplacé. On ne va pas le dire, on ne va pas dire que ce n'est pas fait. Il y a un effort qui est fait. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est pas assez. Vous savez, chaque année, la population augmente. Exactement. Et donc, il faut essayer de combler ce vide au niveau des services de la santé humaine. Il y a également un travail à faire pour qu'il y ait un cadre qui permette à ce que, face à certaines maladies, n'est-ce pas, nous puissions vraiment nous retrouver très rapidement, qu'il y ait un comité de veille. Voyez-vous, il faut activer les comités de veille au niveau de ces professions, ouais. Médecine humaine, même au niveau des environnementalistes, d'accord. Il faut activer donc un comité qui permette à ce que nous agissions très vite lorsque les problèmes se présentent sur le terrain. Aujourd'hui, lorsque vous avez par exemple un chien qui mord quelqu'un et que la personne se retrouve à l'hôpital, on a pu réaliser, les médecins automatiquement l'envoient vers le vétérinaire. S'il n'y avait pas cette collaboration, ça n'allait pas se faire. Exactement. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut que nous essayions de renforcer les dispositifs qui sont mis en place pour que nos populations puissent mieux se sentir. D'autres défis à relever? Oui, vous savez, bon, oui, c'est quand même un défi de nutrition de toute la planète. Hein. Vous savez, en 1950, on avait une population qui avoisinait environ 2,5 milliards, mais aujourd'hui, ça fait 8,5. Et la Terre n'est pas... on vit sur le même espace. L'espace ne croît pas. Donc, et le rôle du vétérinaire dans cet enjeu nutritionnel doit tout faire pour que tout ce qui est production soit maximisé dans un sens de l'économie pour servir les besoins nutritionnels de la population. Et au-delà de ça, il y a quand même aussi un enjeu de santé publique. On ne mange pas seulement, on doit manger sain. Pour pouvoir être des citoyens qui soient capables de... Comme vous, hein, ce matin, je crois. En bonne santé. Oui, en bonne santé. Déjà, peut-être depuis 5 heures, vous êtes debout. Ouais. C'est parce que derrière, il y a une très bonne alimentation. Et dans ce contrôle de l'alimentation, le vétérinaire a un rôle extrêmement central à jouer. Et puis, au-delà de ça, il y a les enjeux, disons, environnementaux. Nous devons protéger la nature dans laquelle nous trouvons, sinon l'homme va à sa perte. Mais franchement, vous nous faites découvrir ce matin le métier de vétérinaire. Parce que dans l'entendement général, le vétérinaire, c'est celui qui soigne les animaux. Bien au-delà. Mais on se rend compte ce matin que ça va vraiment bien au-delà. Alors, comment vous collaborez avec les éleveurs, les techniciens, les chercheurs ou autres professionnels pour prévenir justement les maladies animales et zoonotiques? Vous savez, il faut reconnaître que, comme je le disais, il y a des efforts qui ont été faits. Oui. Il y a tout un système qui a été mis en place depuis le niveau central. Puis, dès qu'il y a une maladie qui se déclare quelque part, automatiquement l'information monte. Et l'autorité est déjà informée, et puis, bon, les dispositions sont prises, et puis on essaie de cadrer donc, la zone et tout ça. Il y a des comités de veille qui ont été mis en place sur le terrain et qui travaillent correctement. Dès qu'on a la moindre information, on prend les dispositions qui s'imposent. On appelle les autres professions libérales, les autres professions qui doivent intervenir avec nous. Je donne un exemple. Vous avez par exemple... un cas, ça s'est passé il n'y a pas trop longtemps, où j'ai été appelé par les services de... Comment on les appelle?
les forestiers. D'accord. D'accord. Pour 2 gorilles qui étaient malades. Et s'il n'y avait pas cette collaboration, je crois qu'ils n'allaient pas me faire signe. Exactement. D'accord. Donc, c'est ça. Il y a cette collaboration qui s'opère et qui fait que dès qu'il y a une situation, nous réagissons comme cela se doit. Voilà. Et donc, une dernière question. En quoi une approche collective de la santé animale contribue-t-elle aussi à la santé publique et surtout à la sécurité alimentaire? Vous savez, quand on met en synergie tous ces spécialistes, on gagne du temps. Vous voyez, on a eu l'épisode de Covid qui a plombé le monde parce qu'on n'était pas informés, on n'avait pas eu le temps de nous préparer. Or, dans le cadre de One Health, la santé une, c'est que tous ces spécialistes peuvent se retrouver dans un creuset et prendre des décisions adaptées. Donc, on gagne le temps. Et ça va plus vite, en fait. Absolument. Voilà. Parce qu'un virus... Et les solutions sont plus efficaces aussi. Voilà. Un virus, un agent pathogène attend seulement que vous lui laissez le temps pour agir. Donc, quand ces spécialistes sont ensemble, ils ne laissent pas le temps aux agents, aux virus et aux agents pathogènes de pouvoir s'asseoir et de créer et de nous créer des problèmes. Donc aujourd'hui au Bénin, on peut se féliciter quand même d'avoir une collaboration parfaite entre les vétérinaires et tous ces acteurs que vous avez cités. On peut se féliciter. Bon, on peut se féliciter, mais on demande davantage qu'il y ait encore plus de compréhension dans les termes bien précis. Vous savez, aujourd'hui, la prise en charge de la rage, d'accord, je crois qu'on a encore un travail à faire avec les médecins pour qu'ils puissent comprendre que la signature du vétérinaire est très importante dans le mécanisme de prise en charge qu'ils doivent avoir par rapport à la personne qui a été mordue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Quelqu'un est mordu, on lui met du sérum, on lui met des vaccins, alors que ça ne sert absolument à rien. Il faut écouter le vétérinaire pour qu'il puisse leur dire comment le chien se porte, comment le chien a été soigné, pour pouvoir savoir comment faire une bonne prise en charge de la personne mordue. Donc, on a encore du chemin à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, ça veut dire quoi? Si je suis mordu par un chien, par exemple, quel doit être mon réflexe? La première des choses, si vous êtes mordu, vous lavez quand même. Vous lavez avec de l'eau et du savon. Et le second réflexe qu'on doit avoir, le chien qui s'occupe du chien, est-ce qu'il a un vétérinaire? Est-ce que le chien a été vacciné régulièrement? Et à côté de ça, comment se comporte le chien à cet instant T où il y a eu morsure? Et puis le vétérinaire est capable de décrire cette situation pour permettre au médecin de pouvoir prendre les solutions idoines. Il peut ne pas faire un sérum dans certains cas, il peut ne faire que le sérum dans d'autres cas, mais il peut continuer pour faire les vaccinations. Mais c'est le vétérinaire qui doit pouvoir être au cœur de tout ça pour pouvoir informer le médecin. Sinon, on a encore du chemin à parcourir dans ce sens. Très bien. Alors, oui, quelque chose à ajouter? Alors, je voudrais que vous puissiez nous dire juste un mot sur les animaux en divagation qu'on voit un peu ça et là dans nos différentes villes. Il y a quelques jours seulement, le préfet, je pense, du zoo a pris une décision pour encadrer tout cela. Comment ça se fait? Quel est le rôle du vétérinaire dans cette situation? En fait, le rôle du vétérinaire, c'est le rôle des médias également. C'est le rôle de la communication, de la sensibilisation. Vous nous renvoyez la balle. Bon, il faut sensibiliser les gens. Leur faire comprendre que quand vous avez un animal, vous êtes responsable de l'animal. Vous ne devez pas laisser votre animal en divagation. Ce n'est même pas pour les morsures seuls. Il y a des moutons qui font tomber les gens, qui créent des accidents. Et bon, voilà. Vous êtes responsable du dégât que l'animal cause. À partir de cet instant, votre animal ne doit pas sortir de la maison. Et donc, si les gens arrivent à comprendre ça, je crois que le problème serait résolu. Mais c'est parce que nous sommes dans un environnement où nous avons toujours évolué comme ça. Et les animaux se promènent comme les hommes se promènent. Et puis ça évolue. Ça ne devrait pas aller comme ça. Maintenant qu'il y a eu une recrudescence de cas de morsure dans le zoo, le préfet, en bon responsable, a été obligé de prendre la décision, n'est-ce pas,
la décision qui est prise. Et je crois qu'avec les services vétérinaires, avec les vétérinaires privés, avec les vétérinaires du service public, ils se sont mis ensemble pour pouvoir essayer de circoncire le mâle au niveau du zoo pour que ça ne se propage pas dans les autres communes. Voilà. Très bien. Voilà. C'est une belle décision en tout cas. Il faut quand même rajouter qu'un effort a été fait dans ce sens. Vous savez, il y a quelques 10-20 d'années, vous trouvez encore dans les rues de Cotonou plein d'animaux qui se promènent, ainsi de suite. Je ne veux pas dire, même les porcs se promènent, vous comprenez. Ne parlons pas des moutons. On en arrive même à trouver des bœufs qui traversent les voies goudronnées. De moins en moins, on retrouve aujourd'hui, et c'est à l'actif de tout le maillage sanitaire du pays, autant les vétérinaires que les inspecteurs de la police sanitaire et les médecins. Donc c'est à l'honneur de nous tous spécialistes qui travaillons pour contribuer au bien-être des hommes et au bien-être, et à l'environnement, et à la protection de l'environnement en général. Merci à vous, messieurs. C'est un échange assez intéressant. Merci. Et donc, samedi, c'est la journée mondiale vétérinaire. Comment ça va se passer? Y a-t-il des manifestations officielles? Oui. Bon, je pourrais quand même vous dire que c'est vrai que c'est seulement à partir de l'an 2000 que la fête a été instituée, bien que la profession a derrière lui 5000 ans. Donc, c'est des journées, c'est pas des journées où on fait des actions d'éclat, mais c'est des journées de sensibilisation où sûrement il y aura quand même certains qui viendront encore sur le plateau pour parler plus de la profession, ainsi de suite. Et le thème de cette année, c'est que nous devons travailler ensemble, en synergie, pour régler les problèmes auxquels l'humanité se trouve face aujourd'hui. Kenom Carlos, merci. Oui, merci beaucoup. Vous êtes médecin vétérinaire. Merci. Sylvestre Fayomi, merci, vice-président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. La santé animale, vous en savez un peu plus maintenant. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses ce matin. Franchement, j'ai un petit garçon qui aime bien les animaux. Et je suis... Envoyez-le nous en stage. J'aime bien les animaux. Et je le vois venir en tout cas. Allez, merci. Excellent matin à vous. Merci. À présent, place au débat avec notre invité Hamzat Abdoulaye. On aurait dû avoir un deuxième invité, mais malheureusement, il n'a pu nous rejoindre. Place donc au débat. On va recevoir Hamzat Abdoulaye, spécialiste des questions internationales. Le juge du tribunal de première instance du plateau à Abidjan a ordonné la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale au motif que l'opposant aurait perdu la nationalité ivoirienne lors de l'acquisition de la nationalité française, ce qui, selon la juridiction, invaliderait donc son inscription. Hamzat Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin avec nous. Merci de nous éclairer sur l'actualité internationale, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette décision? C'est ma première question. Alors, c'est une décision qui arrive au mauvais moment, surtout pour le parti de Tidjane Thiam, parce que Tidjane Thiam est aujourd'hui la figure montante dans la sphère politique ivoirienne, en tant qu'opposant, bien sûr, mais en tant que personne de ressources et personne de qualité en matière de propositions politiques et surtout en matière d'alternance politique. Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est gouvernée maintenant depuis une quinzaine d'années par Alassane Dramane Ouattara, avec son parti également qui domine la sphère politique et au sein de l'Assemblée nationale et également au sein des représentations municipales. Et ça posait un véritable problème d'alternance pour la prochaine élection présidentielle annoncée dans quelques mois. Et cette décision arrive au mauvais moment, et ça c'est la deuxième chose, parce que Tidjane Thiam, dans les sondages en tout cas, occupe une place importante et pourrait, je vais dire, ravir la vedette et à la forte partie du chef de l'État, mais également à la personne même du chef de l'État s'il se présentait aux prochaines élections présidentielles. Et c'est un coup très dur pour lui parce que ce genre de décision, généralement, ne souffre plus de contestation et les recours également n'existent
pas, surtout quand il s'agit de cette question de nationalité remise en question. Alors, il n'y a donc pas de recours parlant bien entendu de cette décision. Hamzat Abdoulaye, quelles sont les conséquences déjà d'une telle décision? Alors, je pense que ça risque de cristalliser l'ambiance politique en Côte d'Ivoire dans la mesure où on parle d'alternance. La jeunesse ivoirienne rêve d'alternance depuis plusieurs années. Alassane Dramane Ouattara, certes, a à son actif un bilan élogieux sur le plan économique, sur le plan social également. Je pense qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas à rougir de son bilan, en réalité. Mais la jeunesse ivoirienne rêve d'alternance. Et l'alternance démocratique, c'est quoi? C'est de permettre à ce qu'il y ait une nouvelle tête, à ce qu'il y ait de nouvelles compétences, à ce qu'il y ait de nouvelles figures qui puissent justement garder ou occuper ce pouvoir. Il y a un besoin de changement. Le besoin de changement est permanent et perpétuel en réalité. Mais quand la jeunesse aspire à ce besoin, on parle justement de cette alternance démocratique. Et Tidjane Thiam incarne à lui seul la valeur de ce que c'est que l'alternance démocratique. On connaît son passé, il a été à la tête de Crédit Suisse, mais au-delà, c'est un intellectuel aux qualités financier, oui. Et également sa famille est très connue et réputée en Côte d'Ivoire comme étant technocrate et surtout très sérieuse quand il s'agit de la gestion des affaires publiques et des affaires financières. Donc, à lui tout seul, il incarne toute une aura qui puisse justement permettre aux Ivoiriens d'espérer par rapport aux prochaines élections, parce que le rêve de l'alternance, c'est de surtout trouver une figure qui puisse l'incarner. Et Tidjane Thiam était vu depuis plusieurs mois comme étant la personne idéale. Et je pense que son parti, le mythique parti d'Houphouët-Boigny, a occupé à sa tête seulement que 3 figures historiques, dont lui-même aujourd'hui. Donc Houphouët-Boigny, ensuite Henri Konan Bédié, paix à son âme, et aujourd'hui Tidjane Thiam. Et je pense que c'est un message très fort que cela incarnait, mais malheureusement, je pense que cette décision de justice sera bien sûr contestée. J'ai écouté son discours hier par rapport à son avis vis-à-vis de cette décision. Il a dit notamment qu'il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Oui, justement, parce que le parti n'a pas prévu de plan B. Quand vous voyez un peu le taux auquel il a été plébiscité à la tête du parti et reconnu comme étant cette figure qui pouvait défendre les intérêts du parti pour les prochaines élections, on parle de 99%. Je pense que c'est un plébiscite, c'est une unanimité en réalité. Donc, dans ce contexte, comment voudriez-vous qu'il y ait un plan B ou un plan C? Ça risque d'être difficile et ça pourrait mettre à terre la stratégie politique à court et à moyen terme du parti RHDP, du PDCI. Mais je pense que ça, c'est une question politique qui peut se régler. Mais la véritable question ici, c'est de savoir est-ce que l'exécutif pourrait trouver, je ne sais pas, une possibilité justement pour que cette décision de justice ne soit pas considérée? Parce que dans les faits, aujourd'hui, Tidjane Thiam n'a pas acquis une nationalité française. Il est né français, comme ses avocats l'ont défendu de par son père. Mais aujourd'hui, cette décision, malheureusement, sera exécutée et sa radiation prouve une nouvelle fois que ce sera probablement sans recours. Alors, il parle, lui, d'une décision plutôt politique. Oui, on peut y voir aussi une décision politique, parce que je le disais tantôt, Tidjane Thiam incarne cette alternance. Et nous sommes dans un système en Côte d'Ivoire qui est dominé par le RHDP d'Alassane Dramane Ouattara sur tous les plans. Omniprésent, sur tous les plans, même dans les régions les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Le parti domine les échanges, domine les débats et propose surtout de très belles choses. Quand vous voyez l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui comparée à son image il y a 15 ans, ce n'est plus la même chose. C'est une Côte d'Ivoire complètement modernisée. Complètement sur de nouveaux rails. Et ça, c'est une dynamique, bien sûr, à l'actif du parti, mais aussi à l'actif du chef de l'État. Mais cela n'est pas suffisant, vous allez bien le comprendre. Le développement souffre parfois d'insuffisance, et c'est justement le cas de la Côte d'Ivoire. Au niveau social, il y a énormément de choses qui restent à revoir. Le niveau de la vie reste très élevé. À Abidjan, dans les grandes villes, à Yamoussoukro, la vie coûte
extrêmement cher. Il n'y a pas de disposition étatique, politique qui puisse contrôler l'inflation. Et ça, c'est aussi le deuxième problème d'Alassane Dramane Ouattara durant toutes ces années. Et enfin au niveau du social, je pense que la jeunesse, avec ce taux de chômage qui est inquiétant, rêve d'une alternance qui puisse justement prendre comme priorité le combat de cette jeunesse et désormais leur trouver des portes de sortie en créant de nouveaux projets qui puissent intégrer les jeunes diplômés afin qu'ils puissent passer de la case universitaire vers la case professionnelle. Et ça, c'est les défis auxquels peut-être le parti du chef de l'État au pouvoir et surtout du chef de l'État lui-même, c'est des défis auxquels ils ont dû rebuter toutes ces années. Mais c'est le défi de tous les jours, en réalité, dans tous les États africains. La Côte d'Ivoire a atteint un certain stade qui nécessite peut-être un retoilettage politique. L'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, on peut le dire que cette décision souffre aussi d'une décision politique, souffre aussi d'une décision systémique, parce qu'il y a un système qui est mis en place. Et vous allez le comprendre que quand un système perdu à la tête d'un pouvoir, il est difficile d'accepter un changement qui puisse justement déconstruire tout ce qui a été fait durant toutes ces années. Donc je pense que Alassane Dramane Ouattara a surtout dans sa tête l'idée d'assurer et d'assumer une continuité. Et cette continuité devrait se faire probablement sans Tidiane Thiam. Et c'est malheureux de le dire parce que la démocratie devrait parfois supporter l'opposition, devrait parfois supporter la contradiction, devrait surtout supporter la différence dans le débat d'idées, dans le débat politique qu'apporte aujourd'hui Tidiane Thiam à travers son programme d'action que j'ai eu la chance d'ailleurs de voir, son programme d'action qui peut vraiment apporter un plus à cette Côte d'Ivoire. De toutes les façons, Tidiane Thiam ne démord pas. Il l'a dit, il a répété, il participera à cette élection et d'ailleurs son parti a appelé aujourd'hui à manifester devant les tribunaux. Est-ce que c'est un retour aux anciens démons, on va dire? Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte aux anciens démons de la Côte d'Ivoire? Je pense que les anciens démons de la Côte d'Ivoire étaient beaucoup plus durs et beaucoup plus méchants qu'aujourd'hui, puisqu'ils étaient armés, comme vous le savez. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Ce n'est pas une porte ouverte? On peut dire aujourd'hui, Tidiane Thiam, c'est ce pacifiste démocrate surtout, qui intègre que la violence ne résout pas les problèmes. Et dans son discours, vous allez le comprendre, c'est un discours qui est cohérent, il parle d'injustice, il parle d'incompréhension, mais il met l'accent qu'il ne va pas accepter cette décision, mais nulle part, je n'ai vu de propos violents, je n'ai vu d'appel à la violence de la jeunesse. Mais quand on appelle à manifester, on sait que les manifestations, généralement, on sait comment ça commence, mais parfois, on n'arrive pas... Oui, bien sûr. Je comprends. En réalité, je pense que Tidiane Thiam assimile ce qu'est la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, manifester veut dire contester. Manifester veut dire on n'est pas d'accord. Manifester surtout veut dire qu'on exige qu'il y ait une sorte de relecture. Parce qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam l'exclut du jeu politique. C'est une véritable difficulté en réalité dans ce jeu électoral qui s'annonce. Et je pense que ça va en quelque sorte aussi renforcer la question que tout le monde se pose. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara est un vrai démocrate ou il essaie de concentrer tout autour de lui pour qu'il n'y ait pas d'opposition crédible? Beaucoup se posent cette question depuis plusieurs années. Et cette question, malheureusement, n'a pas eu de réponse, justement parce qu'il a un bilan qui n'est pas un si mauvais bilan en réalité. La deuxième chose, c'est que Tidiane Thiam, avec cet appel à manifester, pour moi, essaie tout de même de régler la question autrement. Essaie d'interpeller les consciences, essaie d'interpeller les forces vives de la nation ivoirienne, essaie d'interpeller surtout les institutions, parce que cet appel est un appel crucial par rapport aux prochaines élections. On a une figure qui est en train de monter, on a une figure qui s'impose désormais comme étant une alternance pour les prochaines élections, mais on a surtout une figure qui n'est pas inscrite dans le discours de la violence, comme Laurent Gbagbo dans un certain passé, ou comme Charles Blé Goudé et bien d'autres. Un discours pacifique. Pacifique,
cohérent, structuré, qui montre surtout qu'il a l'aura de quelqu'un qui peut gouverner la Côte d'Ivoire sans chercher forcément sans chercher des zones de la violence, de la négation autour de cette question de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un plus. Et la dernière chose, c'est que manifester devant les tribunaux, en réalité, c'est surtout d'interpeller les consciences internationales. Parce que je pense que Tidjane Thiam interpelle toutes les consciences internationales de se saisir de cette question pour que quelque chose puisse se faire. Je disais tantôt, il n'y a pas de recours, parce que si recours il pouvait avoir, c'était saisir le Conseil constitutionnel pour justement revoir cette décision. Or, pour que cela puisse se faire, cela doit se faire avant que la liste électorale... Exactement. Or, aujourd'hui, la liste est déjà définitive et sa radiation, malheureusement, ne pourra pas être revue. Mais j'espère que l'exécutif... On est devant un mur. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Oui, tout dépend, tout est entre les mains. La solution peut venir de qui? Alassane Ouattara. Du chef de l'État ivoirien. Mais ça ne suffira pas, parce que interpeller les consciences internationales, ça a un sens, justement. Vous savez, le jeu international est fait en sorte que les personnes influentes, des chefs d'État influents, peuvent se saisir d'une question et interpeller le chef de l'État pour lui demander, même si c'est une question nationale, pour lui demander peut-être d'ouvrir les vannes pour que cette question puisse avoir une réponse. Quelle chance Alors, d'aboutir. Il n'y a pas grande chance. Il y a très peu de chances que cela puisse aboutir. Je sais que Tidjane Thiam a une forte influence diplomatique et a surtout des relations et un carnet d'adresses très, très fourni. Mais Alassane Ouattara est droit dans ses bottes. Les précédentes élections présidentielles ont montré que c'est un homme d'État, mais surtout un homme d'État ferme dans les décisions politiques, ferme dans les décisions de gouvernance. Et durant les campagnes, il a été intransigeant par rapport aux voix dissonantes et discordantes. Donc, je pense qu'il y a peut-être 0,05% que Tidjane Thiam puisse être écouté, mais l'espoir aussi n'a pas besoin de 100% de chance. Ça a besoin de ce 0,05% de chance. Un destin présidentiel qui risque d'être brisé? Oui, je pense que malheureusement, nous allons probablement assister à une ascension très brève, mais écourtée en même temps, parce que Tidjane Thiam, comme je le disais, a la veste et l'étoffe pour être un chef d'État d'une Côte d'Ivoire rayonnante qui aspire à un avenir meilleur, surtout au niveau social, surtout au niveau économique. Aujourd'hui, on sait que la concurrence en Afrique de l'Ouest avec le Sénégal aujourd'hui a encore été plus renforcée, mais la personne, et là, surtout sa carrière dans le financier. Il a beaucoup à apporter à ce pays. Il a énormément apporté à la Côte d'Ivoire. Alors, il n'y a pas que l'exécutif qui existe, il n'y a pas que les élections présidentielles. Et je pense qu'en étant un stratège politique, avec ce discours d'ailleurs qui nous a servi, il pourra se concentrer sur son parti, sur l'avenir de son parti, pour faire en sorte que lors des prochaines élections législatives, le parti puisse avoir des pions nécessaires pour être présent dans ce débat politique. Parce qu'il faut rappeler une chose, être exclu des élections présidentielles ne veut pas dire être exclu de la vie politique. Exactement. Il peut continuer à exister dans cette sphère politique. La seule chose qui me chagrine, c'est que c'est cette question de double nationalité qui va probablement l'exclure de tout le débat politique. Et ça risque d'être dommage. À chaque fois, les questions de nationalité qui reviennent en Côte d'Ivoire, la question de l'ivoirité est une question sempiternelle, toujours posée, à laquelle on ne trouve pas de réponse. Mais c'est vraiment la première fois que ce genre de décision, à la veille d'une élection présidentielle, est évoqué par un tribunal, d'où la gravité de la décision. Mais je pense surtout qu'il ne faut pas confondre les choses. Avant, l'ivoirité souffrait de l'ivoirien qui est issu du Burkina ou qui est originaire de Burkina et qui ne serait pas tout à fait ivoirien. Mais aujourd'hui, on parle de l'ivoirien qui a la double nationalité. Et ça, c'est un défi, je vais dire, d'idées. Parce que, est-ce parce qu'on est qu'on a
grandi dans un autre milieu, qu'on a une double nationalité, qu'on n'est pas tout à fait ivoirien ou qu'on ne peut pas aspirer un jour à gouverner la Côte d'Ivoire. Encore qu'il a renoncé à cette nationalité française il y a quelques mois et il a, au nom de cette décision courageuse, été salué à la fois par les militants de son parti, mais aussi par une grande masse des Ivoiriens qui aspirent justement à ce changement qui longtemps a été écorné par l'image permanente et perpétuelle d'Alassane Dramane Ouattara. Mais là, qu'est-ce qu'on a finalement? Tidjane Thiam, qui n'a plus la nationalité française, la nationalité ivoirienne également. On est franchement, manifestement, face à... il a toujours sa nationalité. Oui, mais remise en cause aujourd'hui. Pour la présidentielle. Exactement, rien que pour l'élection présidentielle. Je pense qu'il faudrait peut-être faire appel à un débat politique de dernière minute. C'est très court, il reste très peu de temps avant les élections et le jeu électoral pourrait être justement bouleversé. Mais au nom de la question de l'apaisement, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays sensible, surtout quand il s'agit des questions présidentielles et électorales. Donc il est important qu'il y ait peut-être un appel, et tout dépend d'Alassane Dramane Ouattara. La paix, en réalité, n'a pas de prix en réalité. Et vous auriez beau atteindre un développement, atteindre une évolution sur l'échiquier politique, économique et social, dès qu'il n'y a plus de paix, eh bien, tout votre bilan est mis à terre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara pourrait peut-être revoir sa copie, pourrait peut-être revoir ses perspectives, remettre tous les acteurs politiques, surtout de l'opposition, autour de la table, pour discuter autour de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut proposer pour qu'il y ait des élections justes qui puissent inclure tout le monde, des élections inclusive. Je pense que c'est ce que demandent Tidjane Thiam et tous les opposants d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que l'opposition aussi a une carte à jouer, parce que l'opposition a nommé justement à la tête de ce collectif des opposants et des mouvements d'opposition en Côte d'Ivoire, a nommé Tidjane Thiam à la tête, en tant que coordinateur en tout cas de ce mouvement. Et du coup, l'opposition se trouve amputée. Donc, l'opposition ivoirienne se trouve confrontée à un double défi. Le premier défi, c'est de trouver une voie commune autour d'un autre plan B, probablement. Mais ensuite, c'est de rester peut-être soudé autour de Tidjane Thiam pour que toute la classe politique puisse se saisir de la question afin qu'on puisse en débattre et trouver une solution pérenne. Parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Hamzat Abdoulaye, en attendant cette solution, Alassane Ouattara file droit vers un 4e mandat. Oui, sans nul doute. Et après, je ne vais pas remettre en question ses aptitudes à pouvoir être à nouveau candidat et président. Non, du tout, parce que je parlais de son bilan qui n'est pas un mauvais bilan en réalité. Mais aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite... Cela ne veut pas dire qu'au sein même de son parti, du RHDP, qu'il n'y a pas de figure qui puisse incarner un changement. Non, je pense qu'un 4e mandat serait un mauvais message pour même les jeunes au sein du parti RHDP, d'Alassane Dramane Ouattara, et serait aussi un mauvais message également, un mauvais signal envoyé à toute la classe politique ivoirienne qui rêve aussi de l'alternance. Et le défi de rester, de se perpétuer au pouvoir ne règle pas tous les problèmes en réalité. Je pense que parfois il faut passer le signal, il faut passer le flambeau et permettre à ce que les autres têtes fortes, les autres têtes pensantes puissent également penser autrement la gouvernance et faire en sorte que la gestion d'État soit une gestion commune qui puisse justement satisfaire tout le monde. Très bien. On passe, Hamzat Abdoulaye, à un autre sujet. On parle maintenant de la CEDEAO. Qui a 50 ans. Alors, que reste-t-il aujourd'hui, 50 ans après, de ce modèle d'intégration régionale Alors, Hamzat Abdoulaye? On tire souvent à boulet rouge sur la CEDEAO, mais en termes de bilan, et surtout en ce qui concerne cette question de la libre circulation des personnes et des biens, la CEDEAO n'a pas à rougir. La question de l'intégration
a été la question centrale de l'institution de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on compare la CEDEAO à d'autres institutions sous-régionales, à l'instar de la CEMAC, par exemple, la CEDEAO a un pas en avant, sinon 10 pas en avant sur ces instances sous-régionales. Et quand bien même on veut tenter la comparaison à l'international avec l'Union européenne, par exemple, même si ce n'est pas les mêmes dispositifs, je pense que la CEDEAO a un bilan correct en matière d'intégration, un bilan correct en matière de volontarisme en ce qui concerne cette question d'intégration, cette question de la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et c'est là où tout le monde n'est pas d'accord, la CEDEAO, quand elle se mêle de la question politique, de la question de la stabilité, de la question de la démocratie, eh bien, elle perd un peu de la voix parce que, justement, elle ne propose pas de meilleures choses. Et la troisième chose, c'est au niveau de la question de la résolution de la crise sécuritaire, des conflits surtout aussi. Et je pense qu'à ce niveau aussi, la CEDEAO pêche par absence de volonté des États à différents endroits, même si il y a une volonté pérenne de pouvoir régler ces questions qui touchent les peuples de la CEDEAO. Et vous ne pouvez pas y arriver sans, bien sûr, cette question financière. Et la finance, malheureusement, et ce mal dont souffre surtout la CEDEAO, puisque la majorité de ces finances proviennent de fonds étrangers ou de l'extérieur. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça remet surtout en question j'allais dire, la souveraineté de la CEDEAO. Est-ce qu'on a une CEDEAO qui est complètement indépendante? Alors, les défis restent, à vous entendre, Hamzat Abdoulaye, les défis restent politiques, diplomatiques, sécuritaires? Oui, je pense que les défis sont entiers en réalité. La CEDEAO a 50 ans d'un passif qui a surtout mis en place une communauté qui met l'accent justement sur cette libre circulation des personnes et des biens. C'est un défi presque réussi en réalité, mais il reste à faire parce que quand vous quittez Cotonou pour Lagos par exemple, je ne pense pas qu'on puisse s'enorgueillir d'être membre de la CEDEAO à ce niveau justement. Donc il reste beaucoup de choses à faire, il reste énormément de défis à relever au niveau même de la justice de la CEDEAO. Énormément de choses restent à faire. Les décisions de cette justice de la CEDEAO ne sont pas coercitives et ça, c'est aussi un problème en réalité. Et la dernière question qui est dans toutes les têtes, c'est le retrait de ces 3 États de la CEDEAO. Je pense que c'est... la CEDEAO va certainement en souffrir pour les prochaines années, mais vu que l'appareil est résilient, je pense qu'elle va trouver des solutions pérennes pour faire face à ces nouveaux défis. Très bien. Et donc, on a posé la question aussi à Hamzat Abdoulaye, à nos internautes, qui ont sans doute opiné. La question est celle-ci. La CEDEAO célèbre ses 50 ans depuis le 22 avril dans un contexte de défiance. Comment voyez-vous l'avenir de cette organisation sous-régionale? Nadège Sani est déjà avec nous et va nous rejoindre par ici sur ce plateau et relayer vos différents avis, vos différentes opinions. Et c'est sûr qu'il y a eu pas mal d'avis ce matin. Nadège Sani, on vous attend. La CEDEAO célèbre ses 50 ans depuis le 22 avril dans un contexte de défiance. Comment voyez-vous l'avenir de cette organisation sous-régionale? Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat, bonjour à tous. Nombreux sont nos amis internautes qui pensent que la CEDEAO n'a pas atteint ses objectifs fixés depuis sa création. Il devient donc nécessaire, selon les internautes, de mettre en place des réformes pour redorer le blason de la CEDEAO. Suite à notre publication, Ezekiel Diego a réagi en posant cette question: lequel de ces objectifs a-t-il réellement été atteint? Selon lui, la libre circulation des personnes et des biens reste un mythe. On s'en rend compte quand on doit se rendre, par exemple, au Nigeria. Il critique également l'absence d'une monnaie commune qui freine toute véritable coopération économique.
Pierre Adedo va plus loin en affirmant que la CEDEAO n'a plus de raison d'exister. Les États du Sahel ont su à temps prendre leur destin en main. À ses yeux, les autres pays restent aveuglés. Yeneu Mendezoundi estime que la CEDEAO demeure une institution clé pour l'intégration régionale. Elle a besoin de plusieurs réformes pour pouvoir avoir l'impact que les peuples attendent d'elle, mais cela peine à arriver à cause d'un manque total de volonté commune des dirigeants de faire évoluer les choses. Si après 50 ans d'existence, les dirigeants des États membres de la CEDEAO n'arrivent pas à un commun accord afin d'opérer des réformes profondes en vue de dépolitiser cette institution et la rendre vraiment souveraine, je pense qu'on donnerait raison aux dissidents et qu'il faudrait la faire disparaître. Adonias Tewanou partage cet avis. Il rappelle que depuis 1975, les objectifs de monnaie unique et de libre circulation des personnes et des biens n'ont toujours pas été atteints. Il déplore également l'incapacité de la CEDEAO à apporter des solutions concrètes aux crises sécuritaires et électorales croissantes dont les États membres. Selon Hyacinthe Alain, cette organisation n'a plus d'avenir. Kouagou Wilfried, quant à lui, souligne l'impuissance de la CEDEAO face à la création de l'Alliance des États du Sahel et aux crises multiples en Afrique de l'Ouest. Il pense que la CEDEAO n'a plus de réelle influence, même sur la scène internationale. Et on finit par Stanislas Sidagbo, qui reconnaît néanmoins un certain impact de la CEDEAO au cours des 50 dernières années. Il propose plusieurs pistes d'avenir: renforcer la gouvernance et le respect des principes démocratiques, approfondir l'intégration économique, améliorer la gestion des crises sécuritaires et instaurer un dialogue plus direct avec les populations. Voilà, Rachidat, quelques avis que je partage avec vous ce matin. Merci, Nadège Sani, Hamzat Abdoulaye. Ils sont très vénères ce matin par rapport à la question du jour. Il y a pas mal de commentaires. La CEDEAO n'a plus sa raison d'exister. Il faut qu'elle disparaisse. Elle n'a pas atteint ses objectifs. Vous les avez entendus, votre réaction? Oui, enfin, ce n'est pas parce que la CEDEAO n'a pas atteint ses objectifs qu'elle doit disparaître. Je le disais tantôt, l'organisation souffre de plusieurs points qui n'ont pas été véritablement atteint pendant ces 50 dernières années, c'est une certitude. Mais ce dont on doit être certain, c'est que la CEDEAO fait énormément d'efforts pour corriger le tir, et surtout en ce qui concerne cette question de la libre circulation des personnes et des biens, c'est un défi permanent et perpétuel. Et c'est tellement perpétuel que ça ne suffit pas. Les acquis ne suffisent pas. Il faut travailler même sur les acquis pour pouvoir les renforcer et les améliorer. Mais qu'est la CEDEAO sans l'implication des États en réalité? Rien du tout, une coquille vide certainement. Donc je pense que les États, chacun à leur endroit, doivent renforcer leurs implications à différents niveaux au sein de l'organisation, et surtout en ce qui concerne les obligations de chacun pour que les objectifs puissent être ensemble atteints. Ça, c'est très important. La deuxième chose, et je partage l'avis surtout de ces internautes sur la question des États de l'AES qui se sont retirés justement parce que souffrant d'un certain snobisme de la CEDEAO quand il s'agissait de se préoccuper de leurs véritables problèmes. Qu'était leur problème il y a quelques années? C'était la question sécuritaire. C'est vrai, il y a ce protocole d'Accra qui a été proposé justement par le chef d'État béninois et qui aujourd'hui n'est pas opérationnel au sens propre du terme, parce que absence de volonté des États, absence de financement également, et la volonté ajoutée aux finances, quand ils ne sont pas dans le plat, je pense que le rachitisme n'est pas loin en réalité. Donc je crois que si on pouvait ensemble, entre États,
membres de cette CEDEAO revoir les carences de l'organisation et se dire, quatre sur table, les vérités, ça pourrait redorer le blason de l'organisation. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, à l'heure de la souveraineté, je pense que ça risque d'être difficile de rattraper ce retard parce que ces États de l'AES veulent se concentrer justement sur ces questions de la sécurité, de la souveraineté et surtout de la finance. Je pense que la CEDEAO, sur cette question financière et monétaire, n'a pas trouvé de véritables solutions, de véritables réponses par rapport aux questions, aux multiples questions que se posent les l'avenir, que lui réserve l'avenir alors? Alors, je pense que l'avenir de la CEDEAO se joue à travers 2 points. Le premier point, c'est de s'adapter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le retrait de ces 3 États est important sur le plan géopolitique, et il y a d'autres pays sur le plan géographique. Qui ont aussi envie d'emboîter le pas, qui lorgnent de l'autre côté. Exactement, en tout cas. Qui menacent en quelque sorte de quitter la CEDEAO ou de rejoindre l'AES sans quitter la CEDEAO. C'est assez paradoxal. Mais je pense que l'avenir de la CEDEAO se joue à travers sa capacité à s'adapter. Je parlais tout à l'heure de la résilience de la CEDEAO, mais tout dépendant de sa capacité à s'adapter vis-à-vis de ces États qui se sont retirés du jeu communautaire. Et ça va dépendre de sa volonté aussi manifeste et de la volonté aussi des États membres de la CEDEAO de faire en sorte que cela puisse être une réalité. Ce n'est pas parce que les États ont quitté la CEDEAO qui sont vos ennemis, mais vous pouvez créer un nouveau lien, tisser un nouveau lien interétatique ou inter-organisation multilatérale pour faire en sorte que les échanges demeurent. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes les mêmes peuples au sein de la CEDEAO, nous sommes les mêmes communautés en réalité. Le Nigérien n'a pas attendu la CEDEAO avant de nourrir les échanges avec son frère béninois et vice-versa. On a un destin commun. Le destin, il est commun partagé. La deuxième chose, et la survie de la CEDEAO va se jouer aussi à ça, dépendra de la capacité de la CEDEAO à pouvoir prendre des leçons vis-à-vis de ces échecs précédents. Les questions politiques ne réussissent pas à la CEDEAO. Les questions où la CEDEAO veut imposer un discours démocratique, politique, à certains États parce que les élections auraient été mal faites, parce qu'un militaire serait parvenu pour... Bien sûr, je ne suis pas partisan des coups d'État, mais je crois que les questions politiques pour la CEDEAO doivent être complètement reléguées au second plan. La CEDEAO peut encore se prononcer sur des questions politiques, mais pas s'impliquer au point d'imposer des choix démocratiques ou souverains à des États qui sont souverains, justement. Qui font dire aussi parfois des choix qui font dire à certains qu'elle fait de poids, de mesure. Exactement, parce que je ne vais pas citer d'État, mais quand vous observez au sein de la CEDEAO, il y a des coups constitutionnels qui s'observent, et ces coups constitutionnels sont effectués par des hommes politiques en costard 3 pièces la plupart du temps, et ça passe crème. En revanche, quand il s'agit des coups d'État militaires, ça ne passe pas du tout. Donc, le 2 poids 2 mesures existe réellement, mais il va falloir revoir ce discours, ce schéma de cette CEDEAO qui, malheureusement, épouse une doctrine qui provient d'ailleurs, d'où, je vais dire, la coloration de la CEDEAO qui n'est pas tout à fait indépendante, parce que je parlais de cette manne financière qui provient d'ailleurs. Vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas dire non à cette main qui vous nourrit malheureusement, comme le dit le proverbe africain. Merci Hamzat Abdoulaye pour la qualité de ces échanges. Merci, je précise que vous êtes spécialiste des questions internationales. Ce n'est pas la première fois sur ce plateau d'ailleurs, n'est-ce pas? Allez. Et on vous retrouvera pour d'autres éclairages sur des sujets pointus de l'actualité. Merci Hamzat Abdoulaye. Nadège Sandé, on se retrouve demain, n'est-ce pas? Allez, à demain. Place maintenant à la revue de presse avec William Aguiar. Et on boucle la boucle ce matin avec William. Bienvenue Aguiar. William, vous démarrez votre revue de presse par le bilan des attaques terroristes du 17 avril dernier dans la Libérie
au nord du Bénin. Oui, ce sont 54 militaires béninois qui sont malheureusement tombés au front, nous informent les 4 vérités des attaques terroristes. En précédent, précise le quotidien Le Paraquois, 54 militaires morts au front et 33 assaillants neutralisés, précise le même journal. Un bilan rendu public presque une semaine après les attaques, précise ce même quotidien, et au quotidien de Ménotin qui se prononce sur la durée de le temps qu'a attendu le gouvernement avant de rendre public le bilan. Le journal de Ménotin donc titre qu'en effet, qu'à l'avenir, il faut éviter de laisser l'espace communicationnel aux rumeurs, car indique le rédacteur de l'article, ces derniers jours, les populations ont eu droit à tous les chiffres, et quoi que cela coûte, le peuple a droit à une promptitude en ce qui concerne les condoléances du gouvernement et surtout de clarifier la situation. Autrement, ce sont les rumeurs qui dictent leur loi, et ce serait donc dommage, conclut mon confrère au quotidien de service public La Nation, de préciser que le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a présenté donc les condoléances aux victimes et au peuple béninois tout entier face aux menaces terroristes. L'ancien président Nicéphore Soglo, dans les colonnes du quotidien L'Autre quotidien, appelle à l'unité nationale. Nous devons garder une constante en nous, quoi qu'il arrive et quoi que cela coûte, et dans n'importe quelle circonstance, rester unis et déterminés face à la menace terroriste qui plane sur notre pays, a-t-il martelé dans les colonnes de ce journal. Et puis il poursuit: la cohésion nationale est une arme essentielle pour contrer les assauts les assauts des groupes armés qui cherchent à déstabiliser le Bénin. Évoquant l'histoire glorieuse du pays, l'ancien président a rappelé la résilience du peuple béninois. Le pays de Guézo, Béanzin, Bioguera, Kaba ne pliera jamais face au chantage de nos ennemis, a-t-il affirmé avec force et conviction, faisant référence aux figures historiques qui ont marqué la lutte pour la souveraineté et la dignité du Bénin. Et pendant qu'on parle des attaques terroristes au nord du Bénin, au Ghana, des munitions à destination du Bénin ont été interceptées vendredi dernier par la police. Les colis embarqués dans un bus de transport se rendaient au Bénin. Heureusement, la fouille effectuée par les forces de l'ordre à la frontière a permis de découvrir 60 cartons de cartouches de DCA avec soit environ 15 000 munitions et 72 cartons de cartouches BB totalisant 18 000 munitions pour un total de 33 000 munitions. Interpellés et soumis à interrogatoire, le chauffeur et son collaborateurs ont nié leurs implications dans le transport de ces produits prohibés. La suite des enquêtes, selon Afrique sur 7, repris par le Télégramme, a permis d'identifier le copilote comme la personne à l'origine du chargement des munitions. Après les enquêtes préliminaires, le chauffeur a été libéré sous caution au fin de poursuivre le voyage. Le copilote, lui, est gardé et devrait être présenté depuis hier au procureur de la République. Merci William Aga, ce sera tout, n'est-ce pas, pour la revue de presse de ce jour. On va se retrouver demain pour d'autres actualités ou d'autres nouvelles. Je vous souhaite dans les colonnes des journaux, bien sûr. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de ce matin. Merci à Anoto C à la prise de son. Merci à Émile Roynayan à la réalisation. Merci également à Patrick Benou à la caméra. Merci à Claire Dacruz qui est à la maintenance. Allez, on se retrouve demain. Marcel était à l'infographie. Marcel Zossou, n'est-ce pas? Il était à l'infographie. À demain.